Amis téléspectateurs de l'Opinion des Jeunes, bonjour. Nous revoilà ensemble pour une nouvelle émission sur ce programme Face à Face. Nous avons choisi aujourd'hui d'inviter dans nos studios, ici à Rabat, un ingénieur de formation avec une expérience jeune, avec une expérience de quand même pratiquement une vingtaine d'années. J'ai nommé c'est Ahmed Kamal Arshan, il m'a corrigé, puisque moi je disais que c'était Karim, il m'a corrigé, c'est Ahmed Kamal Arshan, bonjour. Monsieur Arshan est un ingénieur, il a obtenu son diplôme à l'École nationale d'ingénieurs de Caen, il y a une quatorzaine d'années, avec une expérience internationale dans la gestion du territorial, le développement territorial, le secteur du logiciel et des services. Aujourd'hui, il est country manager d'une multinationale. Je vais donc le laisser, comme à l'accoutumée, développer un petit peu sur sa carrière et puis nous reviendrons ensemble pour croiser le fer sur ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il entend faire les années à venir avec toutes les transformations que son environnement connaît, celui de son entreprise. C'est Kamal, bonjour. Je vous remercie d'avoir bien voulu me rejoindre dans cette émission Face to Face. Bonjour et merci pour cette invitation et pour l'intérêt particulier que vous portez à ce secteur. Alors, vous voulez bien vous définir dans oui, ce que nous sommes? Alors, moi je suis ingénieur de formation. J'ai environ 14 ans d'expérience dans le domaine des nouvelles technologies, en particulier dans le développement territorial dans le secteur des logiciels et des services. Aujourd'hui, je suis, comme vous l'avez présenté, country manager, responsable du bureau de Casablanca, d'une multinationale allemande. On peut citer le nom, Gissiki & Divriën, dans plusieurs secteurs technologiques. Et je suis en charge du développement des activités télécom dans la région Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Notre pays est en retard en matière de développement de logiciels? On a beaucoup de potentiel, beaucoup d'atouts, il y a des réalisations, il y a peut-être le rythme qu'il faudra accélérer davantage. C'est cela peut-être pourquoi je dis nous sommes en retard? Il y a des choses qui ont été réalisées que ce soit dans le secteur public ou privé, dans l'administration, à travers des services e-gov qui ont été mis en place par excellence pour certains départements. Et dans le secteur privé également, on a des sociétés qui s'exportent, en particulier en Afrique. Par contre, il y a une nouvelle tendance aujourd'hui qui s'installe et un rythme qui s'accélère dans le monde, où on doit accélérer davantage. Est-ce qu'on est en mesure d'accélérer, comme le monde le demande? On peut rattraper, j'ai pas envie de dire rattraper le retard, mais parce qu'il y a un retard. Passer effectivement dans les années à venir, il faut changer cette cadence et le rythme. C'est une question de rythme. Alors comment Et alors, quand j'ai parlé au début de l'administration, par exemple, il y a des départements qui excellent, d'autres un peu moins. Comme pour le secteur privé, ce domaine, il nécessite vraiment un leadership et des politiques volontaristes. Vous êtes ingénieur, vous êtes jeune, vous avez 14 ans d'expérience derrière vous, une belle expérience. Vous êtes aux commandes de ce besoin d'accélération, vous feriez quoi? Alors, aujourd'hui, à travers le monde, la plupart des États ou des gouvernements ont réagi face à cette réalité. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle a marqué une avancée majeure en fin 2022 avec l'apparition des robots conversationnels, etc. Ouais. La différence, c'est que les stratégies nationales ont été déjà adoptées avant et il y avait des avancées avant. La différence aujourd'hui, c'est qu'on le voit avec des offres pour le grand public. Notamment, vous faites allusion à ce chat GPT. Enfin, entre autres, mais pas nécessairement, mais il y en a tellement d'autres. Dans d'autres secteurs. Je donnais des chiffres lors d'une autre émission où, pour le seul mois de mars, il y a eu 1622 intelligences artificielles développées. Il y en a de plus en plus. Nous sommes submergés. Alors, vous êtes le jeune, vous êtes là. Oui. Beaucoup sont, comme vous, avides et assoiffés
de découverte, assoiffé de création, vous feriez quoi? Alors aujourd'hui, si on analyse un peu ce qui se passe dans le monde, l'intelligence artificielle, pour résumer très rapidement, elle s'appuie sur deux éléments. Donc vous avez la matière grise, c'est les talents, les compétences pour développer cette on va dire, cette discipline. Et d'autre part, vous avez le carburant et la ressource qui est, on va dire, l'infrastructure. Et l'infrastructure qui s'appuie notamment sur les puces et les semi-conducteurs. Quand on analyse globalement la réaction des grandes stratégies d'État, ils ont agi essentiellement sur deux choses. Donc, d'une part, l'ampleur du phénomène et la rapidité. Donc, si on met en place une stratégie, ça doit répondre avec un rythme qui convient à l'accélération de l'intelligence artificielle et d'autre part à l'ampleur, parce que c'est quelque chose qui touche à tous les secteurs et à tous les domaines et qui transforme. Si on prend le cas du Maroc, aujourd'hui les stratégies prennent en considération l'environnement socio-économique. Et si on parle du volet social, d'un pays à un autre, c'est différent. Si vous êtes dans un pays avec une population vieillissante, on œuvre à ce qui n'est pas le cas du Maroc. Exactement. On œuvre à attirer les talents dans le numérique, dans l'intelligence artificielle de l'étranger. C'est le cas aujourd'hui pour la France, le Canada et entre autres. Si on est plutôt dans un État, un pays où on a une population active qui regorge de potentiel de jeunes, je prends l'exemple de l'Inde, on œuvre à mettre en place des plans de formation massifs. Vous voulez comparer le Maroc à l'Inde? Pour peut-être le modèle indien, il est important et dans inspirant. Dans quelle mesure? Dans la mesure où aujourd'hui l'Inde a un brand on va dire le factory du monde. Exactement, c'est l'usine numérique du monde qui a pu exporter. La Chine également. Des talents. Alors la Chine, mais un peu moins, parce que la Chine aujourd'hui, pour comparer la Chine à l'Inde, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas construire des aéroports en 3 mois. Par contre, ils peuvent déployer des projets informatiques en un temps record. Et juste pour illustrer ça, si vous prenez l'exemple de la communauté indienne aux États-Unis, ça représente 1% de la population américaine. Par contre, dans la Silicon Valley, les travailleurs dans la Silicon Valley, c'est 6% sont des Indiens. De la totalité, effectivement. Exactement. Et on arrive à voir aujourd'hui le modèle de compétences indienne qui réussit dans le domaine. On a des patrons de grandes firmes qui sont d'origine indienne, les fondateurs des startups. Ça représente aussi une Est-ce que ça n'a pas important. Plutôt une relation, la nature des deux systèmes, le système politique, je dis bien le système politique indien, totalement différent du système politique chinois, et donc il y a beaucoup plus d'ouverture. Ça me rappelle les années 2000 où j'étais là-bas. Il y a beaucoup plus d'ouverture vis-à-vis du système politique indien où on accepte des Indiens beaucoup plus facilement qu'on accepterait des Chinois pour des raisons qui sont évidentes. Alors, peut-être je n'ai pas une idée particulière par rapport au phénomène, mais si on prend le potentiel dans l'absolu, donc indépendamment des facteurs politiques ou plutôt géopolitiques, parce qu'effectivement le modèle chinois, il s'inspire, il s'appuie surtout sur l'acquisition et le transfert technologique. Absolument. Donc, voilà. Par contre, l'Inde a pu développer, cumuler une certaine expérience. Un savoir-faire. Et un savoir-faire. Et ils ont aussi investi dans le domaine à travers des grandes firmes et en attirant des investissements étrangers. Et si on prend le dernier classement qui est fait par l'une des organisations privées, des institutions privées, en termes d'investissement dans les startups en IA, c'est l'Inde qui a pu réaliser une avancée remarquable en la matière. Donc ils sont passés à 5e au niveau mondial avec en 2022
un investissement total de 3 milliards et 5 dans l'intelligence artificielle. Alors, où en sommes-nous dans notre pays? Parce que ce qui nous intéresse, vous, moi, nos téléspectateurs, des dizaines de milliers, des millions, où en sommes-nous? Que faisons-nous? Vous avez défini deux composantes, hein? Une composante humaine et une composante technologique. Où en sommes-nous? Alors, d'une manière globale, lorsqu'on veut réussir, il faut d'abord définir c'est quoi le rôle de l'État ou du gouvernement dans ce domaine. Le rôle de l'État est de préparer un environnement favorable pour les acteurs qui veulent développer l'intelligence artificielle. C'est le cas? D'accord. Alors, c'est le cas, il y a eu des initiatives, mais aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, on va dire, il faut avoir une politique plus volontariste dans le déploiement. Donc c'est le déploiement qui pose problème aujourd'hui. Et ce qui est le plus important, c'est de définir les priorités. Quand on met en place la stratégie nationale avant c'était la transformation numérique, et aujourd'hui la transformation numérique doit au moins comprendre, inclure le volet intelligence artificielle, parce qu'il faut noter depuis 5 ans, il y a plus de 25 pays dans le monde, ils ont lancé des stratégies spécifiques à l'intelligence artificielle, avec toutes ces problématiques. Donc le volet formation, il y a, globalement on peut définir les trois volets. Donc il y a l'innovation, l'implémentation et l'investissement. Une stratégie d'une façon globale, elle définit les dépenses et les objectifs qu'on veut atteindre. Ça c'est d'une façon globale. Pour atteindre ces objectifs, voilà ce qu'il nous faut. Exactement. Et pour l'intelligence artificielle, on a le volet, on va dire, investissement. Le volet innovation, c'est le nombre de, comment on veut promouvoir la recherche scientifique, le nombre de brevets, les publications, ainsi de suite. Et le volet implémentation. Alors prenons un par un. Allons sur les ressources humaines. Où est-ce qu'on en est? Effectivement, pour répondre à votre question, il serait judicieux pour un pays comme le Maroc de se positionner sur le volet opérationnel, c'est-à-dire l'implémentation. Comment? Et de créer un environnement favorable pour les acteurs de l'IA et aussi pour attirer les investissements étrangers. Mais est-ce qu'on a les compétences nécessaires, requises? Par exemple, quand on voit le secteur de l'automobile, on a pu offrir un environnement requis. L'environnement requis, c'est ce qui nous a permis d'avoir ce que nous avons à Tanger, à Kenitra, etc. Maintenant, nous parlons d'autre chose. Nous parlons de compétences d'un autre niveau, d'une autre nature, d'une autre vitesse de réaction. Est-ce que nous avons cela? Alors, pour faire le parallèle, aujourd'hui, on peut passer de l'accueil des investissements et accompagner la transformation jusqu'à la production de la propriété intellectuelle. C'est ce qui s'est passé dans le secteur de l'automobile. On a commencé par l'assemblage, par la suite on a commencé à fabriquer des l'environnement de pièces l'assemblage sensibles. Et puis aujourd'hui on a le 100% Made in Morocco. Aujourd'hui, si on veut être un acteur et viser et avoir comme objectif le plus haut niveau de maîtrise dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut commencer par se positionner dans des choses dans lesquelles on a un potentiel et un atout. Mais est-ce qu'on peut, c'est Arshan, est-ce qu'on peut comparer, si dans le temps, pour les véhicules, on pouvait se permettre de mettre ça sur des années, aujourd'hui, la vitesse de développement de l'intelligence artificielle, qui est une vitesse exponentielle, est-ce que nous aurons le temps nécessaire pour former gentiment, doucement, etc. Ou alors il faut passer à autre chose et le faire autrement? Non, en matière de capital humain, on a déjà un potentiel. Il faut des plans d'investissement massifs dans la formation et des plans de déploiement qui permettent de répondre à cette rapidité de l'accélération de l'IA. Donc il faut des plans de reskilling. Donc les reskilling, on a des jeunes qui viennent du secteur de l'IT et d'autres secteurs, d'autres industries qui connaissent des difficultés. Et juste pourquoi je vous dis le modèle indien, il est inspirant,
50% des PDG de sociétés d'IT œuvrent essentiellement pour le reskilling de leurs Reskilling, donner de nouvelles employés. compétences. Exactement. Voilà. Et 80%, ils travaillent sur le reskilling des compétences d'autres domaines. Donc ça, c'est quelque chose c'est parmi Ça prendrait combien de temps? Il y a des cycles sur 6 mois. Est-ce qu'on 2 ans. Est-ce qu'on peut se permettre Alors, 2 ans? aujourd'hui, juste pour revenir un peu à l'historique, il y avait le bureau de la PEBI. C'est pas le bureau précédent, mais je crois vers 2015, ils avaient lancé une initiative qui était très intéressante. C'était une initiative de reskilling en partenariat avec l'ANAPEC et de prendre les licenciés en Mais on n'en est matière plus là. scientifique. On n'en est plus là. Aujourd'hui, on a eu Covid. Au lendemain de Covid, c'est un nouveau monde. Aujourd'hui, il y a aussi l'initiative qui a été lancée, le Jihatech. Okay. C'est de déployer cette par région, initiative de manière par régionale. région. Oui. Mais il faut plus de leadership et on va dire de rapidité dans le plus déploiement. De leadership, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, les secteurs et les départements qui avaient ou les institutions qui avaient réussi déjà les transformations digitales, ils avaient un leadership qui prenait ce sujet agressif, de manière agressive, entreprenante, comme objectif principal. Et donc, on a vu la rapidité de déploiement. Je prends le cas de la DGI, le département du ministère de l'Intérieur, ouais, qui ont mis en place pas mal de services administratifs numériques. Et donc, pour pouvoir déployer, il faut un leader qui va fédérer. Parce que l'initiative, il y a beaucoup de parties prenantes. Donc, il y a les financements, il y a les entreprises privées, il faut qu'ils définissent leurs besoins. Il y a la partie opérationnelle. Donc, il faut un leadership et un élément qui va fédérer tous ces acteurs. Qui va lui superviser ce reskilling, ce reformatage. Est-ce qu'on peut se permettre le reformatage des ressources? Exactement, et définir des objectifs très ambitieux. Donc, arriver à un pourcentage très important. Combien de temps? Quand on sait que ChatGPT, en 5 jours, a atteint 1 million d'utilisateurs. Et aujourd'hui, ce sont des dizaines et des dizaines de millions à travers le monde. Combien de temps peut-on faire ça? Est-ce que nous avons ce temps? Est-ce qu'on peut le faire? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui, que tout le monde pose. Non, il y a des acteurs privés qui le font déjà. Donc des sociétés dans le secteur privé qui font le reskilling des jeunes et qui réussissent d'ailleurs. Donc les débouchés sont très intéressants, qui réussissent à reformer des jeunes qui ont le background minimum pour apprendre les nouveaux outils du numérique et de l'intelligence artificielle et qui arrivent à décrocher des jobs tout de suite après le reskilling. Ça peut prendre selon on va dire le niveau, ça peut prendre de 6 mois à 2 ans. Donc, et il y a des exemples réussis, mais on n'a pas aujourd'hui quelque chose de structuré et avec un niveau massif. Nous avons des départements qui sont chargés de tout ce qui est stratégique en matière de numérisation, de digitalisation, etc. Est-ce que ça n'est pas suffisant, oui, tout ça? Je pense que c'est dans le plan, il faut se donner les moyens et se fixer des objectifs. Vous savez que je m'intéresse à l'éducation. C'est mon pain quotidien, l'amélioration qualitative de l'éducation. Alors l'éducation dans tout ça, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Comment est-ce qu'elle peut le faire? Oui, juste parce que pourquoi je parlais des objectifs? Parce que faut savoir que durant les dernières années, à travers les stratégies nationales qui ont été lancées, il y avait des plans d'investissement massifs. Et ces plans d'investissement vont mettre beaucoup de pression sur les compétences dans l'IT. Donc, former davantage des talents dans le domaine ne peut être que bénéfique. Donc, pour exporter, moi je ne vois pas de mal qu'on forme des jeunes et qu'ils partent à l'étranger,
Comment c'est ça quelque chose. expliqué? Comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui critiquent, comme quoi le Maroc dépense. On est en droit d'accepter ou de critiquer? Oui, droit de critiquer que le Maroc forme des jeunes qui partent à l'étranger, mais il faut le voir de façon plus positive. Parce que Dites-moi comment. on aura le brand. On revient toujours au modèle indien. L'Inde aujourd'hui, à travers En son fait, diaspora, l'Inde a commencé il y a 40 ans. exactement, mais à travers son diaspora aujourd'hui, ils ont pu arriver à une marque de compétence dans le numérique. Et ils sont passés du simple, on va dire, ressource qui va développer pour pas cher et qui va avoir une sous-traitance en informatique pour pas cher, à une compétence qui est capable de gérer de grandes firmes. C'est Arshan, l'Inde représente aujourd'hui le septième, je suis un petit peu, le septième de la population mondiale, aujourd'hui. L'Inde forme quelques millions d'ingénieurs par an qui s'exportent facilement parce qu'ils sont anglophones, ils sont j'en ai eu l'expérience personnellement dans une autre vie. Nous sommes 40 millions. Oui. Donc nos perspectives sont mondes ou sont des perspectives qui doivent se limiter au continent, à nous-mêmes et puis ensuite au continent? Aujourd'hui, on a beaucoup de marchés qui sont demandeurs de la compétence marocaine dans le domaine. Peut-être moins le marché anglophone, mais on a des ingénieurs qui vont travailler dans le domaine en France, au Canada, etc. Et on reçoit aussi des investissements dans le domaine de grands acteurs français, nouvellement indiens, qui s'est installé au Maroc. Mais moi, je dis qu'il faut voir le fait de former des compétences au Maroc et qu'ils vont travailler à l'étranger d'une façon plus positive. Parce que c'est des ambassadeurs, c'est des futurs, on va dire, des futurs grands managers et qui peuvent contribuer on va dire, à développer cette image et ce brand Maroc pour attirer des investissements dans le domaine. Vous parliez tout à l'heure d'un corps à deux fondations, l'humain et puis le matériel, développer des... Vous voulez Oui. Alors, c'était juste on va dire une remarque d'une façon générale dans la partie budgétaire qui était allouée au plan et des stratégies d'intelligence artificielle. Si on prend l'exemple des États-Unis, l'Europe et la Chine, les dernières stratégies ont eu des plans d'investissement dans l'IA et dans les semi-conducteurs. Parce que, tout simplement, avec le développement de l'intelligence artificielle, on a eu quelques applications qui s'appuient sur la grande quantité de données, d'une part, et des modèles de langage. Ces modèles de langage étaient appliqués et s'appuyaient sur des puces qui n'étaient pas adaptées à l'intelligence artificielle et au deep learning. Et cette inadéquation a donné lieu à des investissements massifs dans les semi-conducteurs. C'est ce qui a provoqué la crise de 2021, essentiellement dans le domaine des puces électroniques. Donc il y a eu un shift ou une transition vers l'investissement dans ce type de semi-conducteurs, de haute valeur ajoutée, etc. Et donc ça, on va dire, c'est le carburant. Donc on revient encore comment pallier à cette problématique. Si le Maroc se positionne en tant que bon candidat comme une usine mondiale de l'intelligence humaine, de l'intelligence des ressources humaines, on peut arriver à des accords avec des pays qui sont précurseurs dans le domaine. C'est le cas de l'Inde. L'Inde, historiquement, ne sont pas un leader ou un pionnier dans le domaine des semi-conducteurs. Et ils ont signé en début d'année un accord avec les États-Unis pour avoir un développement mutuel dans les puces électroniques. Donc il ne faut pas le voir plutôt comme un handicap. Donc on peut se positionner dans une partie
de la chaîne de valeur et la maîtriser et la voir comme atout. Est-ce que nous ne sommes pas pris par le temps? Nous sommes pris par le temps. Nous sommes toujours pris par le temps. Notre pays n'est pas pris par le temps, mais plus maintenant qu'il y a 10 ans avant la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons encore une fois être de simples consommateurs, ou alors est-ce que nous aurons la réaction qu'il faut, la rapidité requise pour devenir des producteurs plutôt que de simples consommateurs? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes producteurs de voitures, ce qui est excellent. Nous en exportons de plus en plus, 1 million de voitures par an, ce qui est extraordinaire. Est-ce que nous allons devoir suivre le même processus, le temps nous manquant, ou alors est-ce que nous aurons nous avons les ressorts requis pour devenir très rapidement, je dis bien très rapidement, des producteurs comme l'Inde, comme la Chine, comme d'autres pays? Alors déjà, il faut travailler aussi sur la consommation. Parce que nous sommes un petit marché. Un petit marché, mais le pourcentage on va dire, la capacité de consommer le numérique, elle n'est pas encore assez importante. C'est pour cela aussi que l'offre, elle a du mal à se construire. Consommer le numérique. Alors, consommer le numérique, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une population incluse numériquement. On a un problème d'inclusion numérique. Et là, ça nous ramène à l'éducation. Ça nous ramène à l'éducation, ça nous ramène aussi à l'infrastructure, parce que si on continue à avoir des zones désenclavées numériquement, donc on parle de la généralisation d'Internet au débit. Et le satellitaire le satellitaire, mais il coûte un peu plus cher, mais ouais. il faut agir sur ces deux volets, l'accès aux terminaux aussi. Donc, cette question d'inclusion numérique, elle est aussi importante pour développer l'offre. Parce que, je reviens encore une fois à l'Inde. Pourquoi l'Inde a attiré des investissements ces dernières années? Parce qu'avant, elle n'était pas prête. Et si on fait le parallèle, le Maroc, il est en train de déployer... Mais la période est différente. Le temps est différent. Nous discutons aujourd'hui d'une Inde qui était dans le temps... Non, on parle des 5 dernières années. Voilà. Par exemple, l'Inde a mis en place le registre national numérique. Donc, c'est l'équivalent de ce que nous sommes en train de mettre en place. Ce que nous sommes en train de mettre en place, qui est inspiré aussi du modèle indien. Oui, et l'impact de ça en matière d'inclusion numérique, il était très important en inclusion financière. Parce que la population a commencé à utiliser le mobile money en le liant à leur identité digitale. Donc il y a des choses, je veux dire, il y a des choses qui sont, je ne vais pas dire simples, mais un peu, on ne va pas dire aussi vieilles, mais anciennes, mais qui sont toujours importantes, c'est les fondements. Comment vous voulez développer une offre d'intelligence artificielle et vous n'avez pas une capacité de consommation en face déjà locale? Donc, ça nous ramène à peut-être créer une région, le faire au niveau du continent ou plutôt d'une partie du continent. Et démarrer aussi du niveau local. Parce que si vous voulez des startups qui touchent le grand public, il faut qu'il y ait un marché du grand public suffisant pour un démarrage. Oui, l'Afrique, mais ça démarre aussi du Maroc. Donc, du niveau national. C'est Arjan, vous êtes président de l'association Maroc Innovation et Développement. C'est quoi? Alors, dans on va dire la création de l'association, avec les membres aussi fondateurs de cette association, le point de elle est récente. Démarrage, elle est très récente. Elle est récente, elle a un peu plus de 2 ans. Oui. Et le démarrage, c'était l'éducation numérique et de prendre des initiatives d'inclusion numérique en prenant des différentes, on va dire, catégories sociales et les initier au numérique. Donc que ce soit des étudiants ou bien des jeunes sans emploi ou bien même des commerçants, des artisans, etc. et les initier au numérique
pour favoriser l'inclusion numérique dans C'est-à-dire le donner une secteur. connectivité, permettre aux gens à ces Des jeunes cycles courts de formation. Oui, c'est déjà quoi un cycle court? expérimentés. Comment vous le faites? Un cycle court, par exemple, pour des jeunes apprendre on va dire les basics de développement, comment fonctionne Internet, comment fonctionne le développement web, etc. Ce n'est pas des formations certifiantes, mais c'est des initiations au développement. Et après, ils peuvent poursuivre Et ça fonctionne comment? Ça marche comment? Des résultats? Qu'est-ce que vous êtes sur Casablanca uniquement? Alors, non, vous êtes en train de vous étendre? pour le moment, sur Casablanca, on a eu quelques expériences de formation à distance et qui ont donné des résultats assez intéressants pour les participants qui ont continuer. Voilà, qui ont pu. Maintenant, on essaie d'avoir des cycles beaucoup plus longs pour avoir plus d'impact sur les participants et les bénéficiaires de ces formations. Bien, vous vous adressez à une jeunesse, vous êtes jeune, oui. Vous adressez à une jeunesse, vous leur diriez quoi? Vous avez des millions, des dizaines de milliers qui vous regardent aujourd'hui, qui voudraient s'inspirer de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, comment vous avez tracé votre carrière, comment vous en êtes arrivé là. Vous leur diriez quoi à ces jeunes qui sont avides de tout ce qui se passe, qui voudraient également s'investir dans le développement économique et social de notre pays, participer à sa construction, faire partie de ce rêve marocain? Il faut en parler, puisque nous commençons à avoir des jeunes qui disent « il y a un rêve marocain ». Vous leur diriez quoi? Alors, il y a tout l'avenir est devant la jeunesse aujourd'hui, avec le potentiel énorme que le secteur offre aux jeunes et aussi l'accès, on va dire, au développement de la carrière qui offre un potentiel énorme. Donc, investissez, je m'adresse aux jeunes, dans la formation, dans l'apprentissage, en matière on va dire, de ressources. On n'a pas besoin, comme avant, de grandes ressources ou de grands efforts pour apprendre. Aujourd'hui, on peut apprendre à distance, on peut apprendre, il y a des cycles qui sont bien structurés sur Internet, il y a beaucoup d'initiatives dans le privé, il faut juste avoir on va frapper dans les bonnes portes et s'investir dans l'apprentissage dans ce domaine. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent dans le domaine aujourd'hui. Quel est le degré de confiance que vous avez aujourd'hui avec tous les problèmes que nous connaissons? Il y en a, tous les pays ont des problèmes. Votre degré de confiance sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à quel niveau? Non, je ne sais pas si je peux me permettre de donner cette on va dire notation de degré de confiance, mais je pense confiant, peu confiant, très confiant. Je suis très confiant parce que vous l'aviez évoqué tout à l'heure, comment aujourd'hui on est arrivé dans le domaine de l'automobile à une voiture à 100% marocaine qui a été présentée à Sa Majesté. Exactement. On a un actif donc dans l'offshoring, dans les entreprises marocaines qui s'exportent dans le domaine. Sur le plan, on va dire, scientifique, on est historiquement bon en mathématiques. Et c'est les fondements de l'intelligence artificielle. Donc on a beaucoup de potentiel. Donc je suis très, très confiant par rapport à ça. C'est Arshan, je vous remercie d'avoir accepté de nous rejoindre ici sur le plateau pour parler à cette jeunesse qui vous ressemble et que vous allez inspirer. J'en suis persuadé. Nous avons débattu de choses et d'autres. Je vous ai dit que notre débat face à face, face to face, n'est pas structuré. Je ne vous ai pas préparé aux questions. Donc ce naturel est important dans cette émission. Chers amis de l'opinion des jeunes, voilà que nous arrivons à la fin de cette nouvelle émission où j'ai accueilli avec vous et chez vous, dans nos studios, c'est Ahmed Kamal Arshan, un jeune qui en veut, qui a développé avec moi un certain nombre d'idées
Et j'espère que nous avons été utiles dans la réflexion et dans l'échange. Je vous donnerai rendez-vous bientôt à une nouvelle émission et vous remercie d'avoir suivi celle-ci.